Et voilà le mythe numéro 8. Mes clubs sont exactement comme ceux que les pros jouent. Même pas en rêve. Les clubs que vous jouez sont les mêmes que ceux des pros, de la même façon que la Renault Laguna dans votre garage est la même que la Renault que Sébastien Vettel conduit lorsqu'il pilote sa Formule 1 Red Bull Renault. Je vais utiliser comme exemple une série de Payne Stewart et je vous garantis que le principe s'applique à tous les pros sur le tour. En 1999, j'ai conçu ce qui allait malheureusement devenir la dernière série jouée par Payne Stewart en compétition. L'élaboration de sa série a requis à l'époque 4 visites à mon atelier sur une période de 6 mois. Payne venait de conclure un contrat avec la société Spalding, qui l'obligeait à jouer avec la dernière série moulée qu'il venait de sortir. Il préférait en revanche jouer des têtes forgées en carbon steel. Il se trouve que je garde toujours certains de mes designs de forgés bruts dans un coin pour ce genre de client. Sa première visite avait pour but pour moi de comprendre ce qu'il aimait comme design de tête, ce qu'il appréciait ou pas lorsqu'il plaçait la tête de son club à l'adresse derrière la balle. Ce choix comprenait la taille globale de la tête, la forme de l'arête, l'épaisseur de l'arête, la forme du bord d'attaque, la forme de la pointe, l'offset, l'épaisseur de la semelle, le rayon de la semelle et de nombreux autres subtils éléments de design des têtes. Entre la première et la seconde visite, j'ai poncé, rempli, modifié, tordu chaque tête de la série pour correspondre aux attentes et préférences de Payne Stewart. Pendant sa seconde visite, Payne est resté juste à côté de moi pendant que je donnais une forme quasi définitive à toutes les têtes de la série. Entre chaque modification, il prenait les têtes, insérait un shaft dans chacune d'entre elles, les positionnait à l'adresse, m'exprimait du mieux qu'il pouvait ce qu'il appréciait ou pas, ou ce à quoi il était indifférent dans le dessin et la forme de chaque tête. Ces informations m'ont permis de finir d'élaborer la forme de toutes les têtes une fois qu'il est parti. Il m'appartenait la responsabilité de modifier et de manipuler certaines variables comme le centre de gravité en fonction de ses trajectoires qu'il voulait obtenir avec chaque club. Pendant les visites 3 et 4, les têtes presque finies désormais furent assemblées avec différentes options de shaft. Payne a ensuite tapé plusieurs balles avec chaque club, commentant, chemin faisant, le ressenti du shaft, de la tête, du poids, etc. Lorsque ces choix furent finalisés, il donna son accord pour chaque club, son travail était terminé et le mien passa alors à un autre niveau. Tous les joueurs du tour requièrent 2 séries complètes et parfaitement identiques, l'une pour jouer et avec laquelle ils voyagent, l'autre dans l'éventualité catastrophique que leur série soit perdue, ou même éventuellement volée. Cette nécessité de monter 2 séries identiques était une contrainte énorme pour moi, m'obligeant à réaliser des blueprints de chaque profil de tête ainsi qu'une multitude d'autres mesures pour être capable de refaire une série à partir de rien, sans club exemple pour me guider dans ma démarche. Du début à la fin, j'ai sûrement dû passer environ 300 heures sur les 2 séries identiques. Pour ces golfeurs qui pensent que les pros utilisent tous les mêmes modèles de tête vendus au grand public dans les grandes enseignes, cette anecdote sur Payne Stewart, dont j'ai été l'acteur, est pour moi un rappel constant que c'est tout sauf vrai. Et en 1997, lorsque Links, une vieille entreprise dans le golf, glorieuse par le passé, fit faillite, je faisais partie à l'époque de l'équipe qui négocia le rachat des actifs de Links. Lorsque tous les papiers furent signés, le jour arriva où les semi-remorques débarquèrent avec les actifs physiques de Links. J'ouvris alors un nombre incalculable de cartons remplis de têtes estampillées Links. Alors que je voyais tous ces modèles de têtes et leurs noms familiers, je me rendis compte que les têtes que je tenais dans les mains n'étaient absolument pas les mêmes têtes que les modèles qu'on trouvait à l'époque dans les rayons des grandes enseignes. L'explication est simple. Comme pour mon histoire avec Payne Stewart, pendant les nombreuses années où Links était en activité, ils avaient sponsorisé un très grand nombre de joueurs, certains faisant désormais partie du Golf Hall of Fame, c'est-à-dire le panthéon des grands golfeurs, et qui, pour des raisons personnelles, n'aimaient pas ou moins certaines productions, et avaient demandé à la marque de leur confectionner des modèles plus à leur goût. C'est une chose qu'il faut garder en mémoire. La prochaine fois que vous voyez une publicité impliquant que les clubs que vous jouez ou que vous allez acheter sont comme les clubs joués par les pros, faites-moi confiance, ce n'est pas le cas.